27 décembre 2007. Rawalpindi, au Pakistan. Benazir Bhutto salue la foule à travers le toit ouvrant de son véhicule blindé. Quelques minutes avant, elle avait prononcé un discours devant des milliers de partisans lors d'un meeting électoral. Le soleil de l'après-midi illumine son foulard blanc. Soudain, des coups de feu déchirent l'air. Une explosion assourdissante, de la fumée et le chaos. La femme qui avait défié les dictateurs, survécu à des années d'exil, est devenue la première femme à diriger une nation musulmane moderne, tombée pour la dernière fois. Comment une jeune aristocrate éduquée à Harvard et Oxford s'était transformée en leader politique la plus controversée du Pakistan? Pourquoi elle était retournée au pays sachant qu'elle serait assassinée? Et ce que ces derniers moments révèlent sur le prix mortel du pouvoir dans une nation déchirée entre la démocratie et l'autoritarisme militaire. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les dernières paroles que Benazir Bhutto avait laissées écrites au cas où elle serait tuée, et comment sa mort a changé à jamais le destin d'une nation nucléaire. Avant de commencer, notre objectif est 1 million d'abonnés. Cela semble beaucoup, mais avec votre aide, nous y arriverons. Abonnez-vous maintenant, mettez un like et faites partie de cette histoire. La fille de la dynastie. 21 juin 1953, Karachi, Pakistan. Benazir Bhutto naissait à la maternité d'une des familles politiques les plus puissantes du sud de l'Asie. Fille de Zulfikar Ali Bhutto et d'Inusrat Ispahani. Elle a grandi au milieu du luxe d'une famille aristocratique de grands propriétaires terriens du Sindh. Mais son enfance n'a pas été marquée uniquement par des privilèges. C'était une immersion totale dans le monde de la politique à haut risque. Dès le début, elle a été exposée à des diplomates et des personnalités étrangères qui visitaient son père, notamment John Lee, Henry Kissinger et Hubert Humphrey. À 9 ans, tandis que d'autres enfants jouaient, Benazir observait déjà les négociations en coulisses du pouvoir pakistanais. En 1967, son père a fondé le Parti du peuple pakistanais, le PPP, avec la devise « L'islam est notre foi, la démocratie est notre politique, le socialisme est notre économie, tout le pouvoir au peuple ». La jeune Benazir, alors âgée de seulement 14 ans, s'est immédiatement jointe au parti. La politique n'était pas seulement l'affaire de la famille, c'était l'air qu'elle respirait. Mais quel était le prix de naître dans une dynastie politique? Comment cette exposition précoce au pouvoir façonnerait ses ambitions et ses futurs ennemis? La formation d'une leader. 1969. À 16 ans, plus jeune que la plupart des étudiants, Benazir Bhutto quittait le Pakistan en direction des États-Unis. Son père, utilisant ses connexions politiques, avait obtenu son admission anticipée au Radcliffe College de l'université de Harvard, où elle étudierait la science politique comparée. Elle est arrivée aux États-Unis au milieu de l'agitation sociale. La guerre du Vietnam était à son apogée. Robert Kennedy et Martin Luther King avaient été assassinés. Benazir a été témoin de protestations étudiantes contre la guerre et de mouvements pour les droits civiques. Une étudiante a rapporté qu'elle avait pleuré pendant la majeure partie de son premier semestre, luttant pour s'adapter. Mais des années plus tard, elle appellerait Harvard 4 des années les plus heureuses de ma vie. Benazir a décrit cette période comme profondément formatrice. J'ai découvert que si vous n'aimiez pas quelque chose, vous pouviez faire quelque chose à ce sujet. Ma génération a grandi en voulant sauver le monde. C'est à Harvard qu'elle a commencé à comprendre le pouvoir de la résistance civile, des leçons qu'elle ramènerait au Pakistan. En 1973, après avoir obtenu son diplôme de Harvard, elle s'est dirigée vers l'université d'Oxford, où elle a étudié la philosophie, la politique et l'économie. Là, elle atteindrait un jalon historique. Elle est devenue la première femme asiatique élue présidente de l'Oxford Union Society, la prestigieuse société de débat qui a formé plusieurs premiers ministres britanniques. Une biographe a décrit la période d'Oxford comme presque certainement le moment le plus heureux et insouciant de sa vie. Mais cette tranquillité était sur le point de prendre fin de manière brutale. Comment cette éducation privilégiée en Occident préparerait Benazir à affronter des généraux militaires et des fondamentalistes islamiques? Et que se passerait-il quand elle retournerait dans un Pakistan au bord de l'effondrement? La tragédie qui a défini son destin. Juin 1977, Benazir Bhutto est retournée au Pakistan après avoir terminé ses études à Oxford. Elle était programmée pour travailler au cabinet de son père, maintenant Premier ministre. Son avenir semblait brillant. Mais quelques jours après son arrivée,
le pays a sombré dans le chaos. 5 juillet 1977, le général Mohammad Zia-ul-Haq, chef de l'armée nommé par Zulfikar Ali Bhutto lui-même, a renversé le gouvernement dans un coup d'état militaire. Le père de Benazir a été arrêté. Initialement détenu pendant un mois, Zulfikar a été libéré, mais en étant reçu par des foules massives, Zia a paniqué et l'a arrêté à nouveau en septembre, l'accusant d'un assassinat politique de 1974. Ce qui a suivi a été décrit par les experts juridiques comme l'un des plus grands scandales judiciaires de l'histoire pakistanaise. L'affaire a été directement transférée à la Cour suprême de Lahore, sans passer par un tribunal de première instance, refusant à Bhutto certains droits d'appel. Le juge en chef par intérim Maulvi Mushtaq Hussain, connu pour détester Bhutto, a été rappelé d'un voyage à l'étranger. On lui a dit à un ami journaliste: « Si je ne juge pas cette affaire, aucun autre juge ne pendra Bhutto. » 18 mars 1978. Zulfikar Ali Bhutto a été condamné à mort pour le meurtre de Nawab Muhammad Ahmad Khan. La Cour suprême a confirmé la sentence par 4 voix contre 3 en février 1979. Ramsey Clark, ancien procureur général des États-Unis qui représentait Bhutto, a révélé au New York Times que 2 des juges de la Cour suprême ont été empêchés de comparaître par des moyens douteux et que s'ils avaient été présents, le verdict aurait été différent. Des appels en grâce sont arrivés de leaders mondiaux. Le colonel Mouammar Kadhafi de Libye a envoyé son premier ministre en mission urgente pour négocier la libération de Bhutto. Mais ils ont été écartés comme une activité de syndicalisme entre politiciens. 4 avril 1979. Prison centrale de Rawalpindi. Aux premières heures du matin, le surintendant de la prison a lu l'ordre d'exécution pour Zulfikar Ali Bhutto. Le colonel Rafik, présent sur les lieux, a observé: « Je n'ai vu aucun signe de panique sur le visage de monsieur Bhutto. Au lieu de cela, il était calme, détendu et avait un sourire au visage. » Zulfikar Ali Bhutto a été pendu. Son corps a été enterré dans le mausolée familial à Gari Koudabakhsh. À distance, Benazir a passé la nuit dans une angoisse insupportable, solitaire et confiné. En mars 2024, 44 ans après l'exécution, la Cour suprême du Pakistan a finalement reconnu que Zulfikar Ali Bhutto avait été privé d'un procès équitable. Mais pour Benazir, en 1979, il n'y avait pas de justice, seulement la certitude brutale que le prix de la politique au Pakistan était mesuré en sang. Comment une jeune femme de 25 ans, fraîchement diplômée d'Oxford, réagirait-elle à l'exécution de son père, et comment cette tragédie la transformerait-elle en leader politique la plus défiant que le Pakistan ait jamais connue? L'ascension de l'héritière politique. Après l'exécution de son père en 1979, Benazir Bhutto a pris la tête du Parti du peuple pakistanais. Elle avait 25 ans. Les années suivantes seraient marquées par des emprisonnements, des exils et une détermination inébranlable de restaurer la démocratie. Benazir a fait face à des assignations à résidence répétées et a passé près de 6 ans entre la prison, la détention domiciliaire et principalement en exil à Londres. Le régime militaire de Zia a tenté de briser son esprit. Il n'a pas réussi. Après 2 ans en exil en Grande-Bretagne, de 1984 à 1986, Bhutto est retourné au Pakistan. Avec sa mère Nusrat, elle a dirigé l'opposition démocratique contre la dictature militaire. Ses compétences oratoires, son éducation occidentale et son charisme personnel l'ont transformé en un puissant symbole de résistance. 17 août 1988, le général Zia est mort dans un accident aérien dans des circonstances mystérieuses. Le Pakistan a respiré. Des élections ont été convoquées. 1er décembre 1988. À 35 ans, Benazir Bhutto est devenue la première femme et la personne la plus jeune à diriger un État musulman à l'époque moderne. Elle a pris ses fonctions seulement 3 mois après avoir donné naissance à son premier enfant, devenant la première femme élue chef de gouvernement en tant que mère récente. Les archives historiques documentent la réaction mitigée à son élection. Benazir s'est souvenu: « Quand j'ai été élu pour la première fois, il disait « Une femme a usurpé la place d'un homme. Elle devrait être tuée. Elle devrait être assassinée. Elle a commis une hérésie. » Mais pourquoi son premier gouvernement a-t-il duré moins de 2 ans? Quelle force travaillait en coulisses pour renverser la fille de Bhutto? Et comment a-t-elle réagi quand le pouvoir lui a été arraché pour la première fois? Le pouvoir, la corruption et la chute. Le premier mandat de Bhutto en tant que première ministre a duré de 1988 à 1990, quand elle a été destituée par le président Ghulam Mustafa Jatwa
au milieu d'accusations de corruption et de gouvernance incompétente. Elle a perdu les élections de 1990, mais n'a pas abandonné. En 1993, Bhutto a remporté à nouveau et a servi un deuxième mandat jusqu'en 1996, quand elle a été à nouveau destituée, cette fois par le président Farouk Ahmad Khan Leghari, sous des accusations similaires. Pendant ses gouvernements, Bhutto a supervisé les privatisations économiques et les tentatives d'avancer les droits des femmes. En 1990, quand sa deuxième fille est née, elle est devenue la première leader élue d'un pays à donner naissance en fonction, mais ses administrations ont été marquées par une instabilité politique constante. Ce qui a vraiment terni son héritage, ce sont les accusations de corruption à grande échelle. Après sa deuxième destitution en 1996, les enquêteurs pakistanais l'ont accusé de détourner jusqu'à 5 milliards de dollars des comptes gouvernementaux. Les enquêteurs britanniques et américains ont produit des documents traçant des pots de vin de plusieurs millions de dollars versés en échange de contrats gouvernementaux et un réseau de comptes bancaires autour du monde utilisé pour cacher l'argent. Son mari, Ali Zardari, a passé 8 ans en prison sous des accusations de corruption. Il est devenu connu sous le nom de Monsieur 10% en raison des allégations de commission sur les contrats gouvernementaux. Bhutto a rejeté les allégations, disant que ses accusateurs voulaient la chasser du pouvoir. En 1998, elle est allée en exil à nouveau, vivant entre Dubaï et Londres pour la prochaine décennie. Une enquête de corruption de plus en plus importante a culminé avec une condamnation en 2003 dans un tribunal suisse. Comment quelqu'un accusé d'avoir volé des milliards pourrait-il retourner au pouvoir ? Quelle force géopolitique était sur le point de donner à Benazir Bhutto une dernière et fatale opportunité ? Le retour fatal. 2007. Sous la pression des partisans de Bhutto au sein du gouvernement des États-Unis, le président Pervez Musharraf a accordé une amnistie à Bhutto, Zardari et à d'autres politiciens pakistanais ayant des accusations en attente de corruption. Un accord négocié par les Américains a ouvert la voie à son retour. 18 octobre 2007. Malgré une avalanche de menaces de mort de militants islamiques, Bhutto est retourné au Pakistan avec des plans pour participer aux élections générales de 2008. Une foule de centaines de milliers l'a reçu à Karachi, mais la célébration s'est transformée en massacre. Le jour de son arrivée, elle a échappé de justesse à une attaque à la bombe suicide dans son convoi qui a tué au moins 136 personnes et en a blessé plus de 450. Bhutto n'a survécu que parce qu'elle s'était baissée au moment de l'impact derrière son véhicule blindé. Benazir savait qu'elle était marquée pour mourir. Vers 1h du matin, le 27 décembre 2007, elle a été informée par nul autre que le directeur général de la principale agence de renseignement du Pakistan, l'ISI, que quelqu'un tenterait de la tuer ce jour-là. Le lieutenant-général Nadim Taj a voyagé personnellement jusqu'à sa maison à Islamabad pour livrer le message. Le général Taj lui a dit que des hommes-bombes suicides l'attaqueraient avant, pendant ou après un meeting électoral à Rawalpindi. Soupçonnant qu'il essayait de la tromper pour annuler l'événement, Benazir a dit à Taj que s'il savait quelque chose sur les hommes-bombes, il devrait les arrêter. Taj a répondu que ce serait impossible, car cela exposerait ses sources. Le jour de son retour de l'exil en octobre, une explosion dans sa caravane de bienvenue l'a laissé indemne, mais a tué 149 personnes et en a blessé 400 autres. Elle a écrit une lettre au président Musharraf 2 jours avant sa mort, avec les noms de personnes qu'elle croyait conspirer contre elle. Le matin de son assassinat, elle a dit au président afghan Hamid Karzai que les services de renseignement du Pakistan conspiraient contre elle. Elle avait même envoyé un email au journaliste de CNN, Wolf Blitzer, disant que si elle était tuée, elle tiendrait Musharraf responsable. Pourquoi Benazir Bhutto a-t-elle insisté pour aller au meeting sachant qu'elle serait assassinée ? Qu'est-ce qui la motivait ? L'ambition politique ou l'engagement authentique envers la démocratie ? Et que s'est-il passé dans ces derniers moments fatals ? Qu'en pensez-vous du contenu ? Vous aimez ce type de vidéo ? Alors, commentez la phrase « Je veux plus d'histoire ». Ainsi, vous nous encouragez à apporter plus de sujets historiques et vous aidez également à l'engagement de la vidéo, d'accord ? N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être notifié dès que nous publions quelque chose de nouveau et de mettre votre like pour que YouTube continue de vous recommander nos vidéos. Les meetings final. 27 décembre 2007. Parc national Liaquat, Rawalpindi. Le convoi de Benazir est parti pour Rawalpindi à midi. Elle est arrivée au parc et a été rapidement menée sur la scène. Devant elle se trouvaient 10 000 personnes. Elle a prononcé un discours pendant environ 30 minutes, proclamant son attachement à la politique dynastique,
se référant à elle-même 2 fois comme la fille de Zulfikar. Elle a invoqué le nom de son père pas moins de 17 fois. Elle a dit à la foule que son père avait trouvé sa grandeur en luttant contre les dictateurs militaires. À la fin du discours, Benazir est monté dans son véhicule blindé. Elle a commencé à faire des signes à la foule à travers le toit ouvrant. Il était approximativement 18h ou 19h. Soudain, des coups de feu. Des coups de feu ont été tirés contre elle après le meeting politique. Un homme bombe suicide a déclenché une explosion immédiatement après les coups de feu. Elle a été déclarée morte à 18h30 heure locale à l'hôpital général de Rawalpindi. 23 autres personnes ont été tuées par l'explosion. La cause exacte de la mort de Bhutto est devenue immédiatement controversée. Le 8 février 2008, les enquêteurs de Scotland Yard ont conclu que Benazir Bhutto était morte après s'être frappé la tête en étant projetée par la force d'une explosion suicide, non par une balle d'assassin. Mais beaucoup n'ont jamais accepté cette version. Benazir Bhutto avait survécu à une tentative similaire dans sa vie à Karachi 2 mois avant, qui avait tué au moins 180 personnes. Cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. Qui a tué Benazir Bhutto? Une commission d'enquête indépendante des Nations Unies, nommée par le secrétaire général Ban Ki-moon, à la demande du gouvernement pakistanais, n'est pas parvenue à une conclusion sur les organisateurs et les bailleurs de fonds derrière l'attaque. Le ministère de l'Intérieur du Pakistan a révélé avoir des preuves irréfutables que l'Al-Qaïda était derrière l'assassinat de Bhutto. Le brigadier Javed Ibrahima a déclaré que le gouvernement avait enregistré une interception de renseignements dans laquelle le chef d'Al-Qaïda, Baytullah Mehsoud, avait félicité son personnel pour avoir commis cet acte lâche. Mehsoud, qui a nié l'accusation, a été tué dans une attaque de drone américain en août 2009. Mais l'enquête des Nations Unies a révélé quelque chose de beaucoup plus sinistre. Le rapport a découvert que les arrangements de sécurité par les autorités fédérales locales du Pakistan pour protéger Benazir Bhutto ont été fatalement insuffisants et inefficaces, et que les enquêtes ultérieures sur sa mort ont été entravées et ont impliqué une dissimulation. Benazir Bhutto faisait face à des menaces graves au Pakistan de plusieurs sources, a déclaré la commission. Celle-ci comprenait Al-Qaïda, les talibans, des groupes de radicaux locaux et potentiellement des éléments de l'établissement pakistanais. Malgré ces menaces, l'enquête sur son assassinat s'est concentrée sur la poursuite d'opérateurs de bas niveau, prétendument liés à Baytullah Mehsoud. La commission a souligné que les enquêteurs ont rejeté la possibilité d'une implication d'éléments de l'établissement pakistanais, y compris les 3 personnes identifiées par Benazir comme des menaces dans sa lettre du 16 octobre 2007 au général Musharraf. Le général Pervez Musharraf était président au moment de l'attentat à la bombe suicide à Rawalpindi. Le rapport a déclaré que le gouvernement fédéral manquait d'un plan de sécurité complet. Particulièrement inexcusable a été l'échec du gouvernement à diriger les autorités provinciales pour fournir à Benazir les mêmes mesures de sécurité rigoureuses et spécifiques qu'il avait ordonnées le 22 octobre 2007 pour 2 autres anciens premiers ministres. Après l'assassinat, le président Musharraf a nié que Bhutto aurait dû recevoir plus de sécurité, affirmant que sa mort était principalement de sa faute pour avoir pris des risques inutiles et ne pas avoir quitté le rassemblement plus rapidement. Hey Malik, chef de l'équipe de sécurité civile de Benazir Bhutto, a simplement quitté les lieux après l'attaque et s'est rendu à Islamabad. Une décennie plus tard, Malik a déclaré qu'il suivait les instructions de la police. Faratullah Babar, porte-parole de longue date de Benazir qui était dans la voiture, a déclaré que permettre à la voiture de partir ce jour-là était le plus grand regret de sa vie. L'héritage controversé. Des centaines de milliers de personnes en deuil ont rendu les derniers hommages à Benazir Bhutto le 28 décembre 2007 lorsqu'elle a été enterrée dans le mausolée de sa famille à Gari Khuda Bakhsh dans la province méridionale du Sindh. Son mari, Asif Ali Zardari, ses 3 enfants et sa sœur Sanam ont assisté à l'enterrement. Bhutto a été enterré aux côtés de son père, Zulfikar Ali Bhutto. La mort de Benazir a déclenché une violence généralisée dans tout le Pakistan, avec des manifestations et des affrontements avec la police. La commission électorale du Pakistan a reporté les élections générales d'1 mois que le parti de Bhutto a remporté par la suite. Dans son testament politique, Benazir Bhutto a identifié son fils Bilawal Bhutto Zardari comme son choix pour lui succéder en tant que président du PPP. Au moment de sa mort, Bilawal n'avait que 19 ans, poursuivant encore ses études de premier cycle à Oxford. La direction du parti a convenu que son père, Asif Ali Zardari, servirait de président par intérim jusqu'à
jusqu'à ce que Bilawal termine ses études en Angleterre. Le PPP a participé à une large coalition et a remporté une victoire écrasante aux élections de 2008. Asif Ali Zardari a été élu président du Pakistan en septembre 2008. Le mari, accusé de corruption, avait finalement atteint le poste que sa femme n'avait jamais pu conserver. L'héritage de Benazir Bhutto reste profondément divisé. Les groupes islamistes et les forces conservatrices du Pakistan l'accusaient souvent d'être politiquement inexpérimenté, corrompu et s'opposer à son agenda laïque et modernisateur. Les accusations de détournement de milliards n'ont jamais été totalement clarifiées, mais au début de sa carrière, elle était populaire au niveau national et attirait également le soutien de la communauté internationale, étant considérée comme une championne de la démocratie. Après sa mort, elle a commencé à être considérée comme une icône des droits des femmes en raison de son succès politique dans une société dominée par les hommes. Elle n'était pas une sainte. Les accusations de corruption étaient substantielles. Elle a nommé des membres de sa famille à des postes importants. Ses politiques étrangères étaient controversées. C'est pendant son deuxième mandat, dans les années 1990, que les talibans, soutenus par le Pakistan, ont pris Kaboul. Mais elle était quelque chose que le Pakistan connaissait rarement. Une leader civile démocratiquement élue, disposée à défier les militaires. Elle savait qu'elle reviendrait pour mourir. Les lettres qu'elle a écrites, les avertissements qu'elle a ignorés, les menaces qu'elle a reçues, tout documentait que son retour en 2007 était une condamnation à mort auto-imposée. Pourquoi ? Ambition personnelle, loyauté dynastique aveugle ou la conviction sincère que la démocratie valait sa vie. Les enquêteurs des Nations Unies ont passé des années à étudier son assassinat et ont conclu « Le général Musharraf porte certainement une responsabilité politique et morale dans l'assassinat, car il n'a pas fourni la sécurité qu'elle avait demandée avec urgence et avait le droit de recevoir. Le Pakistan reste pris dans le cycle qui a tué les Bhutto, les militaires qui contrôlent la politique réelle, les civils qui prétendent gouverner et les extrémistes qui terrorisent quiconque ose défier le statu quo. 10 ans après sa mort, les analystes ont noté que le vide qu'elle avait laissé dans la politique pakistanaise n'avait pas été comblé. Benazir Bhutto a été enterré en portant le foulard blanc, qui est devenu sa marque de fabrique. Son cas ne concerne pas la banalité du mal, il concerne la tragédie du pouvoir, dans les nations où les institutions démocratiques sont trop fragiles pour protéger même leurs leaders les plus éminents. Il s'agit de la façon dont les dynasties politiques peuvent emprisonner des pays entiers dans des cycles de violence, où les enfants héritent non seulement de partis politiques, mais aussi des balles destinées à leurs parents. La dynastie Bhutto a payé en sang, grand-père pendu, mère assassinée, oncle mort dans des circonstances mystérieuses. Benazir Bhutto était quelqu'un qui savait exactement quels ordres étaient donnés. Ne reviens pas ou tu seras tué. Et elle a choisi de désobéir. Cela la rend-elle héroïne, ou folle, martyre de la démocratie, ou victime de sa propre ambition dynastique? Les dernières paroles qu'elle a laissées. Avant de retourner au Pakistan en octobre 2007, Benazir Bhutto a écrit un document extraordinaire, un testament politique, au cas où elle serait assassinée. Elle l'a remis à son confident et journaliste Mark Siegel, avec des instructions pour le rendre public si elle mourait. Le document divulgué après sa mort révélait les noms de 3 personnes qu'elle croyait conspirer contre sa vie, y compris des figures au sein de l'établissement militaire et de renseignement pakistanais. Elle a écrit « Rien n'est aussi dangereux que la politique au Pakistan. Rien ». Dans une autre lettre écrite au général Musharraf, seulement 2 jours avant sa mort, elle a détaillé les menaces spécifiques contre sa vie et a formellement demandé des enquêtes sur les officiers de sécurité qu'elle croyait être impliqués dans une conspiration pour la tuer. Musharraf n'a jamais répondu. La lettre n'a été révélée qu'après son assassinat. Mais peut-être que ses paroles les plus révélatrices ont été prononcées dans une interview au programme de David Frost en 2007, quelques semaines avant de retourner au Pakistan. Lorsqu'on lui a demandé si elle risquerait sa vie en revenant, elle a répondu « Je ne pourrais pas mourir d'une meilleure mort que de mourir pour la cause de la démocratie. Je sens que la cause pour laquelle il vaut la peine de mourir est celle à laquelle vous pouvez apporter une contribution. Et mes contributions ont été tentées d'être détruites. » Frost a insisté. « Mais vous avez des enfants, vous n'y pensez pas ?» Benazir a répondu calmement. « Bien sûr, j'y pense tous les jours, mais je pense aussi aux millions d'enfants pakistanais qui grandiront sous la dictature militaire ou l'extrémisme fondamentaliste si quelqu'un n'est pas disposé à se lever. Je préfère que mes enfants me se souviennent comme quelqu'un qui a eu le courage de revenir, plutôt que comme une lâche qui a vécu confortablement en exil
tandis que son pays souffrait. Ses paroles sont maintenant gravées sur son mémorial à Gari Khuda Baksh, où des centaines de milliers de Pakistanais viennent rendre hommage annuellement à l'anniversaire de sa mort. Près de 2 décennies après la mort de Benazir Bhutto, le Pakistan reste pris dans les mêmes cycles d'instabilité qui ont coûté sa vie. Les militaires restent le vrai pouvoir derrière le trône. Les civils élus continuent d'être renversés. La démocratie reste une expérience fragile, constamment menacée. Son fils Bilawal Bhutto Zardari, maintenant dans la trentaine, dirige le PPP. Il porte le nom de famille qui est à la fois un bouclier politique et une cible. Dans ses discours, il invoque souvent le nom de sa mère et de son grand-père. La dynastie continue. Parce qu'au Pakistan, les noms de famille politiques sont une monnaie plus précieuse que les programmes des partis. Son mari, Asif Ali Zardari, a servi comme président de 2008 à 2013, complétant un mandat complet, quelque chose de rare au Pakistan. Mais les accusations de corruption qui l'ont poursuivi pendant des décennies n'ont jamais complètement disparu. L'héritage de Benazir reste entaché par la richesse douteuse que sa famille a accumulée au cours des années au pouvoir. Les enquêteurs n'ont jamais identifié définitivement qui a ordonné l'assassinat de Benazir Bhutto. 5 hommes ont été jugés par le tribunal antiterroriste pakistanais, mais tous ont été acquittés en 2017 faute de preuves, en partie parce que la scène du crime a été lavée au jet d'eau quelques heures après l'attaque, détruisant des preuves médico-légales critiques. L'enquête a été, selon les termes des Nations Unies, délibérément sabotée. Militants islamiques, éléments malhonnêtes au sein des services de renseignement, rivaux politiques ayant des connexions militaires. La vérité reste enterrée sous des couches de secrets d'État et de convenances politiques. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Benazir Bhutto est retournée au Pakistan, sachant qu'elle serait tuée. Elle a reçu des avertissements explicites. Elle a survécu à une première tentative. Elle a reçu du renseignement le matin de sa mort que des hommes bombes l'attendaient. Et pourtant, elle s'est rendue au rassemblement. Ce n'était pas de la naïveté. C'était un choix calculé, fait par quelqu'un qui croyait que son martyre servirait la démocratie de manière plus puissante que sa survie. L'histoire rendra son verdict final sur Benazir Bhutto, mais pour l'instant, elle reste l'une des figures politiques les plus controversées et fascinantes du XXe siècle. Si cette histoire t'a fait réfléchir au prix mortel du leadership politique dans les nations aux institutions fragiles, partage-la afin que nous nous souvenions que la démocratie n'est pas garantie. Elle doit être défendue, parfois au prix de sa propre vie. L'histoire de Benazir Bhutto ne concerne pas seulement une leader politique assassinée. C'est un avertissement permanent sur ce qui se passe lorsque les militaires et les extrémistes décident que les balles parlent plus fort que les votes.